Le prochain 25 minutes, par contre, on va le passer avec mon ami Ray Lalonde, l'excellent Ray Lalonde qui... on a beaucoup de sujets. On va parler évidemment des succès des Golden Knights de Las Vegas qui attendent le gagnant de cette série-là, des Capitals et le Lightning. C'est 0-0 après une période à Washington. Je pense qu'il y a eu 6 tirs au but pour le Lightning, 8 pour les Capitals. Les Capitals doivent gagner le match, c'est à domicile. Match 7, s'il y a lieu, c'est à Tampa, c'est mercredi. Et il y a plusieurs des gens qui nous ont appelés plus tôt qui disaient que les Capitals, c'était pour gagner. Alors, j'ai hâte de voir ça. Mais les Golden Knights, eux autres, attendent. Ray Lalonde aussi attend. Il est là. Salut, Ray. Salut, Derek. Écoute, Ray, juste avant d'embarquer dans les Golden Knights, là, je parlais avec Alex Agostino plus tôt de Robinson Cano. Robinson Cano a été suspendu la semaine dernière. 80 matchs pour enfreint à la politique conjointe antidopage entre le baseball majeur et l'association des joueurs. Sa suspension lui coûte 11 millions. Pourquoi? Parce que c'est 80 matchs dans un contrat de 240 millions de 10 ans. Et donc, il perd 11 millions. Mais l'équipe, les Mariners, perdent un joueur qui ont payé très cher pour avoir. Et, Ray, tu le sais, lorsque tu te fais pincer comme ça au baseball, tu ne participes pas aux séries. Tu n'as pas le droit de participer aux séries. Les Mariners essaient de se classer en série. Et s'ils le font, ils aimeraient bien ça avoir leur joueur étoile, le deuxième but. Ma question pour toi, est-ce qu'on pourrait voir le jour où ces contrats-là au baseball pourraient être annulés? J'explique. Tu te fais pincer comme ça. Est-ce que la Ligue, l'association des joueurs un jour, est-ce que tu penses qu'ils pourraient être en accord, comme un accord, pour que les contrats soient annulés dans le cas d'un... Penses-tu que on pourrait aller vers ça? Je pense que oui, Derek. La question qui est d'abord importante, c'est que les Mariners ont dépensé 240 millions. Ils ont investi 240 millions en Robinson Cano avec l'espoir que ce gars-là allait être l'artisan de succès et possiblement même de l'atteinte de la Série mondiale. Alors, ils se foutent un peu du 11 millions économisés, eux autres, là, parce qu'ils avaient besoin du joueur pour gagner des matchs, vendre des billets. C'est de l'argent qui se récupère facilement. Ils avaient investi en lui, croyant qu'il allait être le pilier de cette équipe-là. Et là, il rate une demi-saison complète. 80 matchs, c'est littéralement une demi-saison. Et les séries. Et les Mariners ont un club qui est compétitif, qui espère y arriver, atteindre les séries de fin de saison. Alors, ils sont perdants, là. Et c'est pas une question d'argent dans ces situations-là, c'est une question de l'image de l'équipe. Oui. Lui fait passer les Mariners comme une organisation amoindrie à cause de ses décisions, son jugement et ses consommations antérieures. Oui. Peu importe quel qu'il soit, comment lui l'explique là, ou non, là, qu'il était au courant ou qu'il n'était pas au courant. Moi, je pense qu'on est proche du jour où les ligues professionnelles, la NFL, la NBA, la NHL et MLB, et l'association des joueurs respectivement pour chacune des ligues, qui sont dirigées par des négociateurs, des fins analystes, mais aussi des gens qui veulent voir le succès commercial de leur représentation, c'est-à-dire les joueurs. Ils sont là tous ensemble pour collectivement rentabiliser cette industrie-là. Alors, quelque part, de plus en plus, ils collaborent mieux. Il y a encore des défis au moment où c'est le temps de renégocier les conventions collectives, Derek. Mais à la fin, il y en a de moins en moins de conflits de travail. Mm-hmm. Pourquoi? Tout le monde voit un peu le même objectif, c'est-à-dire la rentabilité, la profitabilité, l'argent. L'argent et plus d'argent pour diviser parmi tous les joueurs. Donc, c'est pas bon pour personne d'avoir des conflits. C'est bon pour tout le monde d'être ensemble dans la même veine. Et je pense que les contrats garantis pour les performances, c'est une chose. Contrats garantis, comme dans la société, comme dans toutes les industries du monde des affaires, pour un comportement inacceptable, consommation de substances, abus de quelconque. Ça, à mon avis, ça va être une cause qui va être lancée dans l'équation lors des prochaines négociations. Puis à un moment donné, une ligue va dire, OK, nous, on est de concert avec l'association des joueurs et ces contrats garantis-là sont annulés à partir du moment que le joueur a fait un bris dans la confiance que l'équipe avait dans le joueur et son comportement. Parce que toi et moi, Ray, nous autres, on est assujettis d'un code de comportement. Dans toutes nos compagnies, on travaille, on doit se comporter d'une certaine façon. Mais d'abord, dis-moi, parce que j'ai fait partie de l'association des joueurs et j'ai jamais compris pourquoi l'association des joueurs
offrait tant de résistance justement pour le dopage, pour les tests d'antidopage. Pourquoi l'association des joueurs veut se battre à ce point-là pour protéger les joueurs qui pourraient possiblement tricher? C'est une bonne question et je pense que ça vient plus de la tradition de l'association des joueurs qui était un peu le défendant, le protecteur ultime, où malgré des erreurs de jugement, des fautes commises, un comportement même jusqu'à un comportement criminel, l'association des joueurs dans tous les sports confondus se rangeait toujours devant pour protéger le joueur jusqu'à temps que, pour effectivement s'assurer que tant qu'il n'est pas prouvé coupable, il est innocent. Alors, mais de plus en plus, les relations sont meilleures avec les ligues. De plus en plus, Derek, le partage est plus grand. De plus en plus, l'association des joueurs doit aussi avoir une certaine légitimité et crédibilité. Faut qu'il y ait une intégrité là-dedans. Et quand tu as des joueurs qui sont pris en cause comme ça, on peut pas les défendre. On peut pas aller mourir sur cette montagne-là en se disant que je vais défendre ce gars-là à tout prix quand je sais très bien qu'il est fautif. Alors, pourquoi c'était comme ça? Je pense que c'était plus traditionnel qu'autre chose. Et là, on est dans les temps modernes et on est en progression, si on veut. Et je pense que l'association des joueurs va établir son rôle. Les joueurs devront suivre comme tout salarié dans l'industrie. Hey, c'est toujours fascinant de jaser avec toi. Vraiment, là, je m'attends jamais. Ray Lalonde, c'est ton compte sur Twitter. Je vous invite à aller le suivre. Ray, je me souviens quand tu as commencé, on en avait 3-4 qui te suivaient sur Twitter. Je ne sais pas, t'es rendu à combien de milliers? Là, C'est pas tellement, mais je fais ça surtout pour le plaisir de pouvoir souligner des éléments qui méritent une certaine attention. Apporter une perspective, un contexte, une opinion, et que ce soit le dossier de Nadal contre Zverev hier à Rome, match de tennis qui est un avant-goût de Roland-Garros, jusqu'au succès des Golden Knights. Alors pour moi, il n'y a pas de sport qui... Je suis un passionné de tous les sports, Derek. Ouais. Travailler dans le baseball, dans le basketball, dans le hockey, dans le football, et même jusqu'aux Jeux olympiques. Mais une chose que j'aime le baseball. J'aurais tellement voulu avoir une occasion de travailler pour les Red Sox ou les Yankees ou les Cubs. C'est ces grandes marques mythiques. Mais à la fin, je suis un consommateur de tout ça. Alors donc, je suis passionné puis j'aime s'en parler. Parle-moi donc des Golden Knights. Est-ce que c'est... On a déjà posé la question parce qu'on a déjà parlé, toi et moi, il y a 1 mois, il y a 2 mois. Le succès des Golden Knights, c'est toujours bon pour la Ligue nationale de hockey? C'est toujours bon pour l'image? Je pense, hors de tout doute, que c'est le plus grand accomplissement de Gary Bettman des 10 dernières années. Ça fait 25 ans qu'il est là. Mais honnêtement... avoir le courage d'aller à Las Vegas avec une équipe, mettre un prix, un standard, une barre à 500 millions de dollars US, aller créer une demande. Elle n'est pas venue la première fois. Il y avait juste 2 villes candidates, Québec et Las Vegas, mais il y avait d'autres qui n'étaient pas loin, qui n'étaient pas tout à fait prêts à ce moment-là, en particulier Seattle et Houston. Ils n'avaient pas soumis leur candidature, leur dossier à ce moment-là. Exact. Et le fait qu'il ait pu concocter avec ses dirigeants de hockey une méthode, une approche pour les rendre compétitifs dès le départ. On n'aurait jamais cru qu'ils seraient si compétitifs. Il y a des gars qui ont joué vraiment à un niveau extraordinaire et ils ont beaucoup de chance et Marc-André Fleury. Alors là, chance et Fleury, c'est 2 choses. Parce que Fleury, c'est autre chose que la chance. Ça, c'est un avantage numérique d'avoir Marc-André Fleury pour eux autres. On devrait être très fiers comme Québécois que Marc-André Fleury devienne historiquement ce qui va être la première grande étoile des Golden Knights de Las Vegas. Pour les 50 prochaines années, on va toujours se référer à Marc-André Fleury. C'est écœurant. Ce que je veux dire, c'est que Gary Bettman a réussi à mettre en place un modèle, une formule qui attire maintenant l'intérêt des autres, comme Seattle et Houston, comme Québec, comme Toronto et d'autres peut-être. Et dans tout ça, quand Las Vegas réussit, c'est la Ligue nationale qui brille parce qu'ils ont innové, ils ont été les premiers. Ça se reflète sur Gary Bettman et sur ces gens de hockey. Ils ont été les premiers à Vegas, mais ça fait pas mal paraître les autres 30 équipes. Ça fait pas mal paraître les autres. Non, parce qu'il y a des équipes, mettons qu'une équipe comme je connais, j'en nommerai pas, mais mettons qu'il y a une qui a 100 ans d'histoire, qui n'a pas fait les séries. Mais non, mais ça ne fait pas penser qu'il y a une autre façon, il y a peut-être une autre façon de procéder qui a fonctionné au moins cette année. Moi, je pense que ça serait injuste de ne pas donner du crédit à Bill Foley, le propriétaire, George McPhee
et Gérard Galland. Oui. Parce qu'à quelque part, il faut aussi reconnaître que ces 3 hommes, Les 2 gars de hockey et un gars d'affaires, ont pris les bonnes décisions. Ils ont été sages dans leur approche. Ils ont eu 1 an et quelques mois, Derek, pour se préparer. Là. Ça a été annoncé en juin 2016. Ils ont débuté en septembre 2017. Ils ont eu le temps de s'orchestrer correctement et de réfléchir non seulement au talent hockey, mais à tout ce que ça allait vouloir dire, la marque des Golden Knights. Alors, je reviens à ta question de départ. C'est-tu bon pour le hockey? Ben oui, tout ce qui est bon pour une équipe comme ça rayonne la Ligue nationale. Et NBC doit être fier d'être associé. Gary Bettman et tous les partisans. Parce que là, maintenant, c'est en train d'attirer des non-fans de hockey. Tout le monde veut avoir un peu un morceau des Golden Knights. Oui, c'est sûr. Non, mais sûr. parce que là, c'est comme cool, les Golden Knights. Hey, je dois aller à la pause. On doit aller à la pause, oui, mais le 500 millions, là, ils l'ont déjà refait. Les Golden Knights, je pense, ils l'ont déjà refait. Et écoute, réponds pas. Pensons, on revient au retour, mais il y a un auditeur qui a posé la question, est-ce que le succès des Golden Knights de Las Vegas, ça fait maintenant augmenter les frais d'expansion pour possiblement Seattle? J'ai hâte de voir ça, mais moi, je pense 500 millions là, en une saison. Regarde, on a couvert le bill. On revient dans 2 minutes. De retour. Bonsoir les sportifs. Le dernier droit, je vous rappelle, dans une douzaine de minutes, on va faire entendre un peu l'analyse de la défaite de l'Impact 1-0 face au LA Galaxy de Los Angeles. Ensuite, l'entrevue de Jérémy Filosa avec Joey Saputo, le président et propriétaire de l'Impact. Très intéressant. Je sais pas, Ray, t'as eu la chance d'entendre ça? Oui, j'ai entendu. Oui. Quand même quelque chose. Hein? Il parle de la masse salariale, il parle des revenus, il parle des dépenses, il parle d'où ce qui se situe dans la MLS. Vis-à-vis la compétition, c'est pas facile pour des équipes comme l'Impact. Il y a quelques équipes riches. Tu sais, t'as des équipes comme Toronto FC qui mènent à ce chapitre-là, ça a gagné un championnat l'an dernier. T'as aussi l'Atlanta United qui attire 60-70 000 personnes par match. Dans un stade de la NFL, je veux dire, des équipes économiquement plus fortes, c'est pas facile pour eux de naviguer, d'être compétitifs et de donner l'espoir, Derek, à leurs partisans dans un contexte où tu as un peu les mains liées. Mais la valeur de la franchise continue d'augmenter. Il parlait aussi que ça se peut qu'ils soient obligés de prendre des décisions très difficiles que les partisans n'aimeront pas et se départir encore une fois de joueurs populaires. Parce que je pense, t'as entendu, il a dit qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu un gars à 6 millions, à 5 millions ou 3 gars à 1,5? Et c'est des vraies décisions. Ça. C'est la nature de la concurrence dans une business comme la MLS qui ne cesse de progresser. La valorisation des franchises est à la hausse à chaque année. L'Impact vaut plus cher comme équipe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore très compétitifs, mais au moins l'investissement de 40 millions de l'époque, aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus. Les franchises d'expansion, Derek, partent à 150 millions ou plus en dollars US. Est-ce que les franchises d'expansion dans la Ligue nationale de hockey, maintenant, vont coûter plus cher à cause du succès de Las Vegas? Bien, la réponse est oui. Pas juste à cause du succès actuel, là, d'aujourd'hui, ponctuel. Gary Bettman l'a dit que la barre va être maintenant de 650 millions pour la prochaine franchise. Il y a une seule ville qui est en place pour le moment, c'est Seattle. L'entente, à mon avis, est déjà complétée. Ils ont débuté le processus de rénovation de l'aréna avec un budget de 660 millions de dollars. Pour l'ancienne aréna, le Key Arena, qui va devenir le nouveau centre pour l'équipe de Seattle. Ils sont dans le processus de réfléchir aux couleurs, au nom de l'équipe. Ils sont très avancés, Derek. Seattle peut peut-être devenir un peu un autre Las Vegas. Ils vont avoir les mêmes moyens, les mêmes conditions pour se bâtir une équipe d'expansion. Il n'y a aucun doute. La prochaine, on verra. Houston, peut-être. Québec, peut-être. Toronto, peut-être. Une chose qui est claire, celle-là aussi va être plus chère. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit avant la pause, les Golden Knights, déjà, ont récupéré leur investissement. Puis la façon de le savoir, c'est que si on les mettait en vente demain, ça vaudrait combien pour quelqu'un? Assurément, quelqu'un viendrait payer $1 milliard pour cette équipe-là. Instantanément. Sans hésitation. Wow. Pourquoi? Parce que là, on a vu de nos yeux ce que ça donne. Et l'engouement et la passion qui existe au Nevada, dans le sud-ouest des États-Unis, les rivaux naturels avec les Kings, les Sharks, les Ducks, les Coyotes, et ainsi de suite. Et en plus, la façon dont ils ont structuré leur équipe. Alors, si tu es un acheteur, tu dis « I like that, j'aime ça et je vais dépenser ». Donc, M. Foley, demain matin, la vendrait à 100% de profit d'un seul coup.
Mais il est là pour longtemps. Il s'est investi de façon correcte. Il a pris les décisions sages. Son équipe va rapidement devenir une équipe très recherchée, très estimée dans le marché du sport américain. Ça fait 25 ans qu'il est là, Gary Bettman. Là. Il est pas grand, là, mais il doit-tu marcher comme qu'il est grand? Il doit pas passer dans la porte là, en ce moment? Il est dans les nuages là, actuellement. Oui. Et puis, une finale, Washington avec Ovechkin, les Capitals, première fois contre les Golden Knights, ça serait extraordinaire. Une finale Lightning avec les joueurs vedettes qu'ils ont. Un autre marché du Sud dans le Sun Belt des États-Unis, non traditionnel. Imagine, avec des vedettes des deux côtés. Ça, c'est bon pour NBC, c'est bon pour le grand public américain, c'est bon pour le Canada parce que, soudainement, tout le monde aime un peu les Golden Knights. Je peux pas imaginer une personne qui n'aimerait pas les Golden Knights de Las Vegas aujourd'hui au moment où on se parle. Au Québec, en particulier, à cause de joueurs comme Marchessault et Fleury, mais tout le monde a une certaine sympathie pour une équipe de négligés des parieurs, d'expansion. Ouais. Si tu me le permets, là, je veux pas le dire de façon négative, mais ce sont un peu des rejets des autres équipes. C'est ce que tout le monde dit. C'est écrit partout. Tu lis ça partout. Les rejets, les rejetés, les rejets. Mais c'est pour te dire qu'il y a tellement de parité. Ces gars-là, c'est d'excellents joueurs de hockey. Quelques équipes, comme les Panthers, à mon avis, ont fait des erreurs de jugement. Et d'autres n'avaient pas le choix, comme les Pingouins, de laisser partir Fleury. Mais à quelque part, l'assemblage et les talents de coach de Gérard Galland font en sorte que cette équipe-là dépasse les attentes. Alors, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je persiste à croire que pour les Québécois, on a raison de toujours garder espoir qu'un jour, on peut, nous aussi à Québec, avoir une équipe d'expansion qui peut être bonne et compétitive dès le départ. Wow. 0-0 justement entre le Lightning et les Capitals à mi-chemin en deuxième période. C'est le match numéro 6. Ray, l'équipe de Vegas, là, les Golden Knights qui sont en finale de la Coupe Stanley, tu dis que c'est bon pour le Québec, c'est bon pour les Québécois, mais est-ce que le Canada n'aurait pas préféré avoir les Jets, là? Est-ce qu'il y a assez de belles histoires dans les Golden Knights qu'on oublie que ça aurait été meilleur peut-être avec les Jets? Ou est-ce que pour tout le monde, pour la collectivité, pour la Ligue nationale de hockey, c'est simplement préférable que ça soit pas les Jets, que ça soit les Golden Knights? C'est une excellente question, puis il y a plusieurs tentacules à la réponse. C'est sûr que deux équipes américaines pour le marché américain, c'est mieux pour NBC et pour le marché américain en général de hockey qui doit se battre avec les finales de conférence et la finale de la NBA qui s'en vient dans une semaine. Oui. Alors, ne perdons pas ça de vue, là. Les Jets de Winnipeg auraient été une histoire fabuleuse pour le Canada. Et le Canada se serait rangé derrière les Jets. On l'était déjà. Et ils ont une équipe extraordinaire avec Laine et une équipe d'avenir aussi. Ça va être prometteur pour les Jets de Winnipeg dans les prochaines années avec le talent et la jeunesse qu'ils ont. Mais toutes choses étant égales, l'histoire des Golden Knights, au-delà des États-Unis, au-delà des Jets au Canada, c'est même pas un conte de fées, là. L'accomplissement, le surréalisme associé aux Golden Knights, que personne n'aurait jamais cru. Quand ils ont commencé avec un bon début de saison, dont le match d'ouverture, ils ont rendu hommage aux victimes et aux familles de la tragédie. Ah ouais. Derek, dès le premier instant, ils étaient partis pour la gloire. Nous autres, on pensait tous que ça allait s'arrêter, là, tu sais, que la cloche, l'horloge allait sonner à minuit. Ben non, ça continue. Et là, on n'a pas de raison de croire qu'ils ne sont pas capables de gagner la Coupe Stanley, là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la gagner, mais me dire la façon dont ils ont éliminé les prétendants là, dans l'Ouest, Oui. et qu'il y a deux équipes qui restent dans l'Est, sont tout à fait capables de gagner la Coupe Stanley, ça serait incroyable. Et si Washington gagne pour et force un match numéro 7, Vegas va être très reposé pour la finale de la Coupe Stanley en plus. Ouais. Alors non, écoute, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans le monde des médias, dont au Canada, comme Prem Rogers, Sportsnet et tout ce monde-là, et TVA Sport. Possiblement, le Québec, c'est probablement différent. Parce que je pense que le reste du Canada, le Rock, eux autres, ils ont pleuré quand les Jets sont fait éliminer. Ouais. Ça fait 25 ans, depuis la victoire des Canadiens en 93, qu'une équipe canadienne n'a pas gagné la Coupe Stanley. C'est long là, pour le pays. Là. C'est quand même notre sport national. C'est pas une mauvaise chose pour l'ensemble du hockey. Puis je le dis de façon très intègre, là, avec totale transparence.
Le hockey a besoin d'opportunités de succès aux États-Unis. On a besoin d'histoires à créer. On a besoin d'accomplissements dans des villes comme Tampa Bay, Washington et Las Vegas. Fait que c'est correct, ça aussi. Mais c'est vrai que, personnellement, au Canada, on voudrait qu'une équipe canadienne gagne. On voudrait que les Canadiens gagnent. Et on aurait voulu que les Jets se rendent jusqu'au bout. Imagine ce que ça aurait pu faire pour les Jets de Winnipeg aussi. Mais déjà, eux aussi ont traversé beaucoup d'obstacles. Parce que c'est un petit marché comme Québec. Hein? C'est petit marché. Et il y aurait eu, encore une fois, une injection de beaucoup d'argent pour une équipe qui ne contient que 15 500 places à l'Arena. Winnipeg et Ottawa et ces villes-là ont besoin d'argent. Ray, on s'en va te suivre. On te suit toujours sur A-commercial Real Ray Lalonde. Ça, c'est sur Twitter. Alors, abonnez-vous, suivez Ray à tous les jours, c'est comme ça. Moi, j'en prendrai à tous les jours des conversations comme ça avec Ray.